Bonjour à tous, on va commencer. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire du nouveau cycle de webinaires géopolitique et écologie. On a eu un premier webinaire il y a un mois sur le Green Deal et son évolution. Donc là, nous faisons un deuxième webinaire 10 jours avant la COP 30 sur quels sont les principaux enjeux de cette COP. Donc, je suis ravie d'accueillir Lucille Schmitt, présidente de la Fabrique écologique, et Édouard Godeau, professeur associé à l'ESSEC, Irénée, et spécialiste des questions européennes, entre autres. Voilà, donc ma première question pour Lucille. Donc, dans 10 jours, nous démarrons cette 30e COP climat. Déjà, on est en même temps 10 ans après l'accord de Paris de 2015 et eh bien voilà, déjà les scientifiques disent la perspective d'augmentation de 1,5 degré, elle est déjà remise en question. Et d'un autre côté, même si les populations, en tout cas en France, on l'a vu, sont conscientes de l'urgence climatique, ben, il y a des grands pays comme les États-Unis qui remettent vraiment les choses en question. Alors voilà, que peut-on attendre de cette COP 30? Quels sont voilà, concrètement, que peut-on en attendre et quels sont les principaux enjeux? Merci Mathilde, merci à toutes et tous d'être là. Ça nous fait plaisir à la Fabrique écologique d'avoir ce deuxième épisode de ce webinaire sur les questions géopolitiques. On consacrera environ une demi-heure à un échange après que Édouard et moi-même nous ayons pu donner des éléments de connaissance, des questionnements, etc. Alors, à la question de Mathilde, c'est une question fleuve d'une certaine manière parce qu'elle nous oblige à remonter peut-être à l'accord de Paris. Effectivement, à cet accord en 2015 assez miraculeux, il faut le rappeler, hein, puisque on restait encore depuis 2009 dans cette perspective au fond d'échec relatif des différentes COP climatiques et accord universel sur le climat qui porte cet objectif de contenir le réchauffement climatique entre 1,5 degré et 2 degrés d'ici 2100. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Mathilde, les 1,4 degré en fait, à l'échelle mondiale ont été dépassés. Après, ça ne signifie pas que le scénario d'1,5 degré soit complètement mort, comme on dit, puisqu'il faudrait plusieurs années de dépassement pour que ce scénario soit complètement écarté, mais ça signifie très clairement que nous sommes sur une tendance qui est mauvaise, qui aurait pu être pire, comme ça a été souvent rappelé, c'est-à-dire que si on était resté hors accord universel de Paris, on pourrait penser que le dérèglement climatique, le réchauffement aurait pu se situer autour plutôt de 4 degrés, alors qu'actuellement, il est plutôt prévu autour de 2,5 degrés, 2,8 degrés. On ne va pas considérer que c'est satisfaisant et certainement pas si on appartient à des îles du Pacifique, si on vit en région côtière, si on vit dans des pays d'Afrique déjà dévastés par les canicules et les sécheresses. Donc, on ne peut pas du tout considérer que ce soit satisfaisant. Mais on peut considérer que les COP ont servi à quelque chose en termes de débat public, de place donnée aux questions climatiques dans les démocraties. Et ça, c'est un point qui me semble important à considérer. Après, pourquoi est-ce que cette COP 30 est une COP sur laquelle il peut y avoir plus d'espoir, sans doute, ou en tout cas plus d'attente que pour les COP précédentes? Peut-être vous en rappelez-vous, la COP précédente s'est déroulée à Bakou, en Azerbaïdjan, dans un pays où le président Aliyev pratique une dictature sans complexe, un pays aussi très gazier, enfin où les énergies fossiles sont fondamentales pour l'économie. Et cette COP s'était traduite par le fait qu'aucun accord n'avait été possible sur la réduction des énergies fossiles. Un des points, c'était une régression par rapport à la COP précédente, la COP 28 de Dubaï, dans laquelle, bien qu'on soit justement dans des pays pétroliers, il avait été possible d'aborder cette question du caractère nocif des énergies fossiles. Donc, aujourd'hui, c'est à Belém, c'est au Brésil, c'est en Amazonie, c'est la plus grande ville de l'Amazonie, Belém, et c'est avec un président progressiste, Lula da Silva, un président de gauche, qui a fait de la déforestation, de la lutte contre la déforestation, pardon, de la préservation de l'Amazonie, un de ses sujets emblématiques. C'est aussi un président qui,
au sommet des océans de Nice en juin, avait fait des déclarations assez fortes en prévision du fait que cette COP 30 devait être une COP dans laquelle les pays du Sud, une COP des pays du Sud, une COP dans laquelle les pays du Sud pourraient espérer qu'enfin les pays du Nord puissent mettre au pot des fonds financiers nécessaires pour assurer leur adaptation et compenser les pertes et dommages qui ont été subis par les pays du Sud. Donc, on peut considérer qu'à la fois le lieu où ça se passe et l'incarnation de Lula sont des éléments positifs pour cette COP. Après, ce qui vient de se passer au Brésil, vous l'avez vu à Rio, avec cette opération anti-cartel dans les favelas de Rio, qui a été la plus meurtrière de toute l'histoire de ces opérations policières, peut-être 130 morts, les chiffres hésitent entre 119 et 130 morts, pratiquée sans que le président Lula ait été au courant de cette opération par le gouverneur de droite de l'État de Rio. Ça illustre aussi la façon dont au Brésil, même en ce moment, il y a au fond des tensions politiques très fortes. Il y a un parlement qui est à droite, il y a des bolsonaristes qui sont encore actifs dans le pays, il y a de très grands groupes industriels, à la fois dans le fossile et l'agroalimentaire, Petrobras, et puis je vous rappelle que le Brésil est un des très grands exportateurs agroalimentaires au monde. Donc ça veut dire que Lula, c'est pas tout le Brésil, et c'est pas forcément un président qui a la capacité à porter derrière lui l'ensemble de l'économie brésilienne et des acteurs brésiliens. C'est aussi un président qui, sur la question justement des fossiles, a pris des décisions très contestées par les ONG environnementales sur l'exploitation pétrolière, gazière au large de l'Amazonie. Au fond, il y a une sorte de fièvre fossile qui existe aujourd'hui dans une partie de l'Amérique latine, notamment au Brésil, au Venezuela. Et ça, c'est un point qui est important à souligner. Après, on ne va pas bouder le fait que cette COP peut être une COP avec des éléments positifs et en tout cas poser les termes d'un débat qui est aujourd'hui un débat qui appelle à l'action immédiate. Alors, les quelques éléments sur lesquels je pourrais insister, c'est d'abord que Lula a dit clairement qu'il souhaitait que cette COP soit une COP de l'action, de l'agenda de l'action. Alors, c'est aussi quelque chose qui était prévu au moment de l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'on devait passer 10 ans à élaborer en fait les procédures, les instruments d'évaluation et à discuter, revoir les contributions nationales qui ont été portées par les parties prenantes, par les États. Et puis, à partir de 2025, on devait clairement entrer dans un agenda de l'action. Et ça me semble être un point fondamental. C'est aussi pour cette raison que cette COP, elle est organisée avec des ateliers qui sont des ateliers qui portent précisément sur les sujets à aborder. Vous vous en rappelez peut-être, dès la COP 28, Lula avait voulu mettre par exemple l'accent sur l'avenir des forêts tropicales, c'est normal. C'est la géographie brésilienne, son histoire, mais c'est aussi notre histoire planétaire. Et ces enjeux d'agriculture, de déforestation, par exemple, vont être clairement abordés dans le cadre de ces ateliers. Je disais à Mathilde que c'est vraiment, pour moi, très fondamental parce que il me semble qu'au moment où nous nous trouvons, l'un des points essentiels, c'est de pouvoir faire interagir les agendas en fait, des différents lieux de négociation sur les questions écologiques au sens large. On a eu la COP de Cali l'année dernière en Colombie, qui a dit des choses extrêmement intéressantes sur le rôle des peuples autochtones en matière de biodiversité. Donc c'était une COP biodiversité. Dans ces COP sur la biodiversité, le rôle des savoirs vernaculaires, le rôle des sociétés civiles a toujours été beaucoup plus placé au centre que dans les COP climatiques, par exemple, qui étaient davantage des COP parce qu'elles portent sur les questions énergétiques très maîtrisées par les États et les gouvernements. Et faire interagir agenda climatique et agenda de la biodiversité, ça me semble essentiel. Vous vous en rappelez aussi sans doute, au moment du sommet de l'océan de Nice, un traité sur la haute mer a été discuté, proposé, ratifié, et Emmanuel Macron a annoncé qu'il entrerait en vigueur dès le début de l'année prochaine. Comment est-ce qu'on fait le lien entre le climat, l'océan, la biodiversité? Il me semble que cette COP 30 pourrait être un moment assez moteur sur la manière dont on peut porter ces différents sujets ensemble.
Merci beaucoup, Lucille. Donc maintenant, j'ai une deuxième question pour Édouard. Euh, Comment, au niveau du jeu géopolitique, là, on a quand même Trump, enfin, la politique de Trump qui est quand même d'un très climato-sceptique. Comment ça, cette position des États-Unis, qui est quand même un pays dominant au niveau géopolitique international, comment il peut influer sur ou perturber justement le déroulement de la COP et les compromis auxquels on peut aboutir. Donc, les États-Unis, voire d'autres États également rétrograde sur le plan écologique. Quelle influence ça peut avoir sur le déroulement de la COP? Merci Mathilde. Alors, je vais peut-être être un peu iconoclaste, mais je ne pense pas que les États-Unis aient jamais été un moteur, ni dans un sens ni dans l'autre, des COP ou des accords que nous voulons mener au niveau mondial. Pour des raisons assez simples, les États-Unis ont toujours exprimé que leur mode de vie était non négociable. Hein, et ça, c'était pas Donald Trump, c'était George Bush senior. Et c'était il y a déjà au moment de Rio, donc déjà au Brésil, il y a fort longtemps. Donc je ne pense pas du tout qu'il faille s'attendre à ce que les États-Unis soient un partenaire moteur ou quoi que ce soit. Et donc qu'ils ne soient plus partenaires, c'est quasiment, j'allais pas dire anecdotique, mais c'est secondaire par rapport aux enjeux de cette COP. D'autant plus que, là pour le coup, le fédéralisme étant ce qu'il est, et c'est une bonne chose, aux États-Unis, il y a le gouvernement fédéral qui fait des choses absolument abominables en termes d'écologie, mais il y a quand même une vingtaine d'États fédérés, et pas des moindres, puisque la Californie, c'est quand même, je crois, l'une des 10 économies mondiales, donc on n'est pas tout à fait sur un nain, qui ont décidé de ne pas remettre en cause leurs engagements énergétiques et leurs engagements en termes de neutralité carbone. Cela dit, euh, que ce soit Trump ou d'ailleurs les autres affreux de la scène internationale, la question que pose la COP est une question hautement problématique parce que c'est en fait la COP l'héritage des années 90 et du multilatéralisme. Or, le multilatéralisme appartient à une époque de la scène internationale complètement révolue, qui est celle, en gros, des acteurs nationaux engagés dans une coopération internationale. Il y a eu de grands moments, mais aujourd'hui, comme vous le savez, je ne pense pas que je vais l'apprendre à grand monde ici, les configurations géopolitiques dans lesquelles nous sommes n'ont plus grand-chose à voir avec ça. Nous sommes dans un moment de bouleversement continu, nous sommes dans un moment, dans une heure des prédateurs, pour emprunter le mot à un monsieur déjà célèbre. Nous sommes dans un moment où la poursuite de l'intérêt national, qui n'a jamais véritablement été abandonnée, hein, mais la poursuite de l'intérêt national se fait aujourd'hui au-delà ou en dépit de tous les garde-fous de la décence ou en tout cas de la modération d'une société internationale policée. Donc, le problème auquel on se heurte aujourd'hui, c'est que les COP doivent se réinventer. Elles vont devoir se réinventer. Pas nécessairement sur le format, parce qu'on ne peut pas changer de format international, mais peut-être en tout cas sur la façon dont elles vont négocier, sur la façon dont les négociations, les ateliers vont être menés, sur la façon dont les acteurs extérieurs vont être impliqués. Ça, pour le coup, moi je suis qu'un observateur, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça appartient au secret ou en tout cas au déroulement des négociations. Mais une chose est sûre, c'est que la notion même de format COP aujourd'hui euh, est, est un paradoxe. Pourquoi? Mais parce que il n'y a pas besoin d'avoir fait non plus 10 ans de droit international pour voir que la poursuite d'un intérêt général planétaire va nécessairement, à un moment ou à un autre, heurter la poursuite d'un intérêt national. Si cet intérêt national, c'est celui effectivement de sauvegarder une terre émergée au Vanuatu ou dans les îles de l'Indo-Pacifique, évidemment, on comprend très bien cet alignement. Mais pour l'intégralité des acteurs qui aujourd'hui font l'actualité géopolitique, l'objectif, c'est des objectifs de puissance. Et là encore, les objectifs de puissance, ils se font en termes énergétiques. Et en termes énergétiques, comment dire, les choix qui sont faits sont des choix qui ne sont pas toujours alignés sur l'intérêt planétaire. Voilà, je me permets juste de rappeler cette évidence-là pour arriver à deux acteurs qui, à mon avis, sont essentiels pour comprendre les équilibres, au-delà même de ce que peut faire, de ce que peut dire les États-Unis.
Le premier de ces acteurs, et il faut le prendre très très au sérieux, c'est la Chine. La Chine n'est plus... D'abord, la Chine est le premier émetteur mondial, nous le savons, en tout cas pas en termes historiques, mais en termes de volume, ça c'est évident. Mais la Chine aujourd'hui, c'est l'un des paradoxaux espoirs de décarbonation mondiale. Parce que peut-être qu'à côté, peut-être qu'effectivement la Chine continue d'ouvrir des centrales à charbon, mais ça c'est parce qu'elle a toujours ce souci d'indépendance énergétique. Or le charbon est beaucoup plus facile pour elle à gérer que le pétrole, dont les approvisionnements ne sont pas toujours sécurisés puisqu'ils passent par la mer ou bien par des pipelines qui ne sont pas encore construits entre la Russie et la Chine. Bien, peut-être que ça changera, mais pour le moment, ce sont les centrales à charbon. Mais surtout, la Chine est en train de développer un programme de décarbonation de son économie, de son énergie, aussi bien au niveau aussi bien par des renouvelables que par le nucléaire, mais extrêmement ambitieux. 2024, c'est la première fois que la Chine a vu ses émissions baisser. Je notais dans le rapport Amber sur la Chine, si vous l'avez lu, bah, je répète, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille d'aller le lire. Le rapport Amber sur la Chine montrait que sur l'augmentation de la demande d'électricité en Chine, qui est assez sérieuse, puisqu'elle est aux alentours de 10 ou 15%, 80% de ses besoins ont été couverts par des renouvelables. Donc ça veut dire que même si elle ouvre des centrales à charbon, elle investit de façon extrêmement sérieuse dans les renouvelables, principalement l'hydroélectrique, mais pas uniquement. Ses investissements en solaire sont colossaux et ses investissements éoliens sont beaucoup plus modestes, mais ils existent aussi. Ce qui nous amène en fait au troisième point que je voulais donner en introduction et qui est l'un de ces grands acteurs aussi essentiels, qui est l'Union européenne. Parce que l'Union européenne se retrouve dans une situation paradoxale. Elle est le leader et le pionnier des technologies vertes, elle est le leader et le pionnier des questions de décarbonation du modèle économique. Elle a même réussi, pour une bonne partie, à faire baisser ses émissions. Mais le problème, c'est qu'elle subit aussi, elle, de plein fouet, la nouvelle Trumpisation, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire une renationalisation de ses politiques. On en reparlera probablement sur l'objectif 2040. Il y a évidemment tous les reculs du Green Deal aujourd'hui, que ce soit sur la décarbonation de sa chaîne de production à travers la CSRD ou la C3D, et un équilibre de ces institutions qui fait qu'on est de plus en plus dans un pas de deux entre la Commission européenne et les États membres à travers le Conseil, et qui pose la question du Parlement européen. Non pas que je sois très attaché au Parlement européen en tant que tel, mais c'est quand même l'expression de la démocratie européenne et c'est aussi l'un des acteurs qui, jusqu'ici, avait toujours été le plus progressiste sur les questions environnementales et sur les questions écologiques et énergétiques. Donc la question de cet écartement progressif du Parlement européen dans le jeu institutionnel, qui n'est pas entériné, mais qui est probable, en tout cas qui est amorcé sur certains sujets, pose question sur le rôle et l'impact que l'Union européenne pourra avoir dans les négociations. Merci beaucoup, Édouard. Donc là, j'ai une question pour Lucile. Du coup, dans cette situation-là géopolitique et du fait aussi que cette COP est à Belém, au Brésil, en Amazonie, et qu'il y a un sommet des peuples parallèles, des peuples autochtones, etc. Là, j'ai une question qui concerne un peu les rapports, entre guillemets, nord-sud, c'est-à-dire les peuples autochtones, justement, pourront-ils faire entendre leur voix auprès de la communauté internationale, mais essentiellement des pays du Nord, et dans quelle mesure, justement, les pays du Nord peuvent, justement, entendre cette voix des pays du Sud, qui, d'une part, sont les premières victimes du changement climatique ou de la crise écologique, comme en Amazonie, mais qui aussi sont force de proposition pour des solutions de préservation de notre planète et du climat. Merci Mathilde. Ta question me donne l'occasion de rebondir sur ce que vient de dire Édouard sur la façon dont, d'une certaine manière, les COP appartiennent à un modèle qui devrait changer et qu'elle relève peut-être d'une forme de multilatéralisme daté. Moi, je voudrais rappeler une chose, c'est que justement, je pense que les COP, en tout cas lorsque j'y ai assisté, c'était il y a déjà un certain temps, à Katowice en Pologne, je crois que c'était la COP 18, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'il y avait l'enceinte officielle, et puis, vous savez, il y a un autre espace dans lequel se retrouvent les ONG.
et dans lequel des débats, une forme de diversité culturelle allait de soi. Je veux dire, les peuples autochtones sont extrêmement présents, par exemple, dans cette zone des ONG. Et j'avais discuté avec une personne qui avait assisté à la première COP climatique en 1995 à Bonn, donc après ce sommet de Rio de 1992, et qui m'avait dit, à l'époque, on était très peu nombreux. C'était les représentants des États, c'était les diplomates. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé progressivement, qui a été la transformation, au fond, de la sociologie des COP. Même si les espaces sont restés différents, au fond, dans les COP, ce qui compte beaucoup, c'est quand même le badge. Où est-ce que votre badge, dans quelle zone est-ce que votre badge vous permet d'aller? Il y a des badges qui permettent d'aller dans toutes les zones, mais c'est des badges extrêmement rares. En tout cas, j'en ai jamais eu un. Mais cette question de l'évolution de l'espace des COP et de la façon dont la société civile, comme on dit, les ONG, les acteurs engagés sur les questions climatiques qui ne sont pas des acteurs officiels, ont assez vite, ça a assez vite transformé le rôle des COP et la façon dont les choses se passaient. Je pense que la COP qui a été très déterminante là-dessus, c'est par exemple la COP de Copenhague en 2009, qui était donc une COP, COP 15, qui était considérée comme une COP qui allait être la COP qui allait permettre l'accord universel. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, du fait des États-Unis, déjà à l'époque, ça ne s'est pas fait. Donc, par rapport à ce que dit Édouard, je dirais que ça fait longtemps qu'on n'attend plus des COP au sens strict du terme, les évolutions majeures sur les questions climatiques, mais ça fait aussi assez longtemps que ce ne sont plus des exercices stricto sensu diplomatiques et que l'interaction avec la société civile, avec une forme d'altermondialisme climatique, s'est faite. Alors, pourquoi est-ce que Belém peut être là-dessus un moment très important? Parce que, évidemment, c'est en Amazonie. Évidemment, comme l'a dit Mathilde, il y a un sommet des peuples. Je rappelle qu'il y a aussi un contre-sommet qui est en train d'être organisé par l'agroalimentaire et les gros pollueurs brésiliens, qui sont aussi très influents au Brésil. Mais ça veut dire que, d'une certaine manière, il n'y a plus de monopole de la COP pour représenter les discussions climatiques. Donc, on n'est plus dans un monopole, et par ailleurs, il est aussi très important que les COP continuent à être un lieu de négociation où les États s'engageront. C'est-à-dire qu'il faut certes modifier les COP, il faut certes voir les choses ailleurs, mais que les États qui sont prêts à faire des gestes significatifs sur les questions d'atténuation et d'adaptation continuent à le faire, ça me semble être un point essentiel. Et là, je parle peut-être en tant que technocrate, fonctionnaire, que sais-je, mais en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait sans doute plusieurs espaces, mais que l'espace de la négociation reste un espace dans lequel on sera regardé de près et les engagements qu'on prendra seront scrutés et évalués. Ensuite, ça me semble assez essentiel que dans les autres lieux s'exprime au fond, vous savez, la diversité des langages, des manières de voir et de vivre l'écologie. C'est ça qui est essentiel par rapport à ce sommet des peuples. Et lorsque je parlais tout à l'heure du fait que dans les COP biodiversité, sans doute grâce aux chercheurs d'ailleurs, les savoirs vernaculaires, ce qui vient de la façon dont certaines sociétés, dans certains lieux, connaissent la nature, continuent à vivre différemment de ce qu'est le mode de vie de la société, de l'hyperconsommation. Tout ça a donc toujours été présent sur les COP biodiversité, mais qui était en quelque sorte un petit frère, une petite sœur plutôt des COP climatiques, qui était moins considérée. Et ça, il faut réintégrer cette culture, en fait, à l'intérieur de la négociation climatique. Le sommet des peuples peut permettre de le faire. Je voulais rappeler qu'au sommet de l'océan de Nice, qui apparaissait, qui a pu être vu ici comme un événement très Emmanuel Macron, etc., il y avait aussi beaucoup les peuples autochtones, parce que sur ces questions de l'océan, de la diversité biologique de l'océan, de ce qui se passe en Arctique, l'enjeu du lien avec les peuples autochtones était aussi très profond. Et donc, c'est très important, mais alors ce qui est très important, c'est que ce ne soient pas des mondes parallèles. Comment est-ce qu'on arrivera à trouver la possibilité, par exemple, d'imaginer des objectifs communs entre le sommet des peuples et la COP 30 ? Pour l'instant, je n'ai pas vu de choses là-dessus. J'ai vu que le sommet des peuples ferait pression sur la COP 30. Je pense que sur les enjeux de stopper la déforestation, de préservation de l'Amazonie, de prise en compte des savoirs vernaculaires, on peut imaginer
que des objectifs communs puissent être élaborés. Mais ça signifierait aussi qu'on puisse trouver des incarnations, des personnes qui soient capables, au fond, d'être sur les deux rives, si je puis dire, à la fois à la COP30, au sommet des peuples. Et évidemment, dans les deux cas, contre, très fortement contre, un contre-sommet organisé par les puissants lobbies des énergies fossiles et de l'agroalimentaire. Ok, merci, merci beaucoup Lucile. Là, bon, je m'adresse à Édouard, mais du coup, là, concrètement, est-ce qu'on peut déjà pressentir éventuellement plusieurs options, plusieurs scénarios, ou disons, quelles seront les conséquences directes de ce qu'on peut attendre au niveau des compromis, des prises de décision, etc. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences concrètes pour nous? En particulier, là, en France, on est dans une période un peu de recul écologique, de flottement politique, gouvernemental, etc. Et quelle va être la suite de la COP? Comment ça va se décliner? Comment ça va pouvoir se matérialiser? Est-ce qu'on a des échéances qui vont suivre? Voilà, en gros, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite? Je t'interromps un moment, Mathilde, mais il me semble qu'avant de passer à la suite, on peut peut-être aussi parler de la justice climatique. Oui, oui, bien sûr, pardon. Oui. Parce que je veux dire, je ne sais pas, Édouard, si tu veux en parler, mais on peut en parler à deux d'ailleurs. Moi, il me semble qu'il y a un point qui est important, c'est que Lula a aussi dit qu'il placerait cet enjeu de justice climatique au centre de la COP 30 et qu'on voit bien que ce qu'on entend par justice climatique aujourd'hui est assez différent selon les interlocuteurs. Si vous êtes dans les pays du Nord, pour nous, la justice climatique, ça va être d'abord la lutte contre la précarité énergétique, par exemple, la mise en avant, tu le rappelais Mathilde, du fait que nous ne sommes pas égaux en termes de consommation, en termes d'empreinte carbone, que ce sont à la fois les plus précaires qui sont à la fois les plus touchés par des inégalités environnementales et qui sont les moins émetteurs de carbone. Et donc, il y a cet enjeu de rétablir la justice qui, dans certains pays, comme la France, est abordée, par exemple, à travers les questions de fiscalité. Comment est-ce qu'on peut rendre notre fiscalité plus juste et plus verte? Ça me semble être un point important. Et ça, on peut le dire sur la plupart des pays européens parce que verdir la fiscalité, faire en sorte qu'on puisse compenser les inégalités environnementales et sociales qui sont créées par la transition écologique, c'est un point essentiel. On voit bien aussi que ça patine en termes de politique publique. Par exemple, en France, les politiques de rénovation énergétique sont un modèle de ce qu'il ne faut pas faire en termes d'outils, de cyclotimie, de suppression des fonds, de mise en avant de fraude, etc. Donc, la justice climatique, ce n'est pas évident à organiser dans les pays du Nord. Mais la justice climatique dans les COP, ça veut dire à la fois ça et à la fois, évidemment, aussi la façon dont les pays du Nord pourraient enfin assumer d'abord leurs responsabilités historiques, et puis j'allais dire assumer leurs responsabilités actuelles, puisque le mode de développement, la mondialisation aujourd'hui, c'est quelque chose qui repose sur des rapports de domination économique, sur une forme de capacité à détourner le regard lorsqu'il s'agit d'utiliser des pays moins développés, ou la Chine, tout aussi développée, mais avec des coûts salariaux bien inférieurs aux nôtres, pour au fond approvisionner notre surconsommation. Donc l'enjeu de la justice climatique, ça sera aussi, dans le cadre de cette COP, de voir si, en termes financiers, en termes aussi de reconnaissance de la place à donner à ce concept, cette expression, les pays du Nord sont prêts à le reprendre. Alors, on parle de 1300 milliards de dollars par an qu'il faudrait verser, et ce n'est pas uniquement les États. Mais c'est vrai que l'Union européenne, Édouard le rappelait, a toujours été moteur sur ces négociations climatiques, mais que là, elle est très en retard, au fond, elle a été très en retard pour élaborer ses objectifs. Et elle est aussi très en retard pour, au fond, tenir un discours offensif sur ces enjeux de justice climatique et porter cette question de médiation entre le Nord et le Sud qu'elle a souvent été capable de jouer, notamment, évidemment, par rapport aux États-Unis. Alors aujourd'hui, le siège américain, il est vide. Mais
ça ne signifie pas qu'il faut que le siège de l'Union européenne soit vide. Édouard, tu peux peut-être compléter, mais avant de passer à la suite, j'aurais Oui, oui. une question. Non, non, mais pas de souci. Le siège de l'Union européenne sera jamais vide. Ça, c'est une certitude. Il sera jamais vide d'abord parce qu'il y a une crédibilité européenne derrière. Mais la question est la suivante. Quel est le message que l'Union européenne va apporter? Je vais prendre juste deux exemples. Le premier, c'est celui de la cohérence sur les différents aspects énergie et biodiversité. Il se trouve que l'Union européenne vient de voter sa résolution avec une très belle majorité classique élargie, c'est-à-dire bloc central plus écologiste, plus gauche radicale, qui pose la position du Parlement européen, donc celle que le Parlement européen aimerait voir la Commission européenne adoptée au moment de la COP. Et cette résolution, que vous pouvez tout à fait aller voir puisqu'elle a été votée à Strasbourg, montre un Parlement qui reste engagé sur la justice climatique, le financement de l'aide, le fait que aucune transition énergétique ne doit se faire au détriment des pays les moins avancés, etc., etc. Ça fait aussi le point sur la déforestation, en disant que c'est un problème. Il y a un très très beau paragraphe, me disent les experts de la rédaction de ces résolutions, sur le lien entre les différentes COP et les différents aspects justement non énergétiques, cette fois-ci, non climatiques, pardon, de la santé planétaire. Et donc, une fois de plus, on a une très belle résolution du Parlement européen. Mais sur la déforestation, en même temps, les États membres, la Commission européenne et un certain nombre de groupes au Parlement européen, y compris le groupe majoritaire qui est, enfin majoritaire, c'est une pluralité, hein, on est d'accord, mais le groupe central qui est le PPE, eh bien en fait pousse soit pour un report, soit carrément pour une réouverture de la directive du règlement sur la déforestation et la déforestation importée de l'Union européenne. Autrement dit, une remise en cause des objectifs que l'Union européenne a fixés et du levier d'action qu'elle s'est offert justement pour poursuivre ces objectifs-là. Donc, je ne veux pas parler évidemment de façon un peu cynique d'un docteur Union et d'un Mister Europe, mais il y a quand même un petit problème ici dans la continuité entre les ambitions qui sont toujours affichées au niveau de la pas de la communication, parce que ça serait beaucoup trop réducteur, mais en tout cas du récit que l'Europe se porte sur elle-même et sur ses ambitions, et la façon dont elle met en œuvre ses politiques communes et ses règlements. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je crois qu'il y a une inconnue et que seule la position développée par l'Union européenne pendant les négociations permettra de lever. Là, pour le coup, il faudrait demander aux représentants de l'Union européenne comment ils vont porter ce genre de contradiction. Le deuxième élément, c'est la trajectoire 2040. Ce qui est très intéressant, c'est que la trajectoire 2040, la Commission européenne, au début du mois de juillet, avait proposé effectivement les 90% intermédiaires vers les objectifs de neutralité carbone de 100% en 2050, puisque ce sont les accords de Paris. Mais bon, ça a chopé sur un certain nombre de points, en particulier la définition du bas carbone, puisqu'on a toujours cette vieille querelle qui n'arrive pas à être vidée entre des pays farouchement opposés à toute forme de nucléaire, comme l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, dont d'ailleurs c'est la présidence en ce moment du Conseil de l'Union européenne, et le commissaire chargé de l'énergie, et puis des pays de l'alliance nucléaire menée par la France et la République tchèque, qui ont le vent en poupe depuis maintenant je dirais 2022, au hasard, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, Là encore, quelle va être la façon dont les objectifs de décarbonation vont être posés? C'est pas tout à fait terminé, puisque maintenant qu'on a une position du Conseil, il manque encore la position du Parlement, mais la position du Parlement est très très faible. Aujourd'hui, le Parlement se retrouve coincé parce que justement les États membres ont décidé de reprendre la main là-dessus et avec de façon parfois très, très brutale, par exemple sur le vote de la CSRD, en demandant aux États membres de tenir leurs députés. Donc quelque chose d'assez étonnant en termes de dynamique. Donc, je sais que comment dire, je ne réponds pas immédiatement en fait à la question sur quel va être l'impact de cette COP pour nous.
Mais il me semble qu'il y a un certain nombre d'inconnus qui, pour le moment, ne sont pas levés et donc qui rendent toute interprétation hautement spéculative. Et donc, moi, je suis historien, donc je suis plus confortable avec les choses qui se sont passées qu'avec celles qui vont se passer. Je ne me permettrai pas d'être trop assertif sur le futur. Oui, il me semble que par rapport à ce que vient de dire Édouard, c'est tout à fait, d'abord, c'est tout à fait réaliste au sens où ce qu'on a vu, c'est tout au long de cette année, depuis la dernière COP, le fait qu'il y ait eu un décalage permanent de la remise des contributions nationales. Par exemple, la première date était fixée en février, il n'y avait pratiquement aucune contribution qui avait été faite. Et puis, fin septembre, au moment de l'Assemblée générale de l'ONU, là, il y a d'autres contributions qui ont été déposées, mais on voit bien qu'il y a une sorte de glissement du calendrier qui signifiait quelque chose d'important, me semble-t-il, c'est que c'est quand même une étape. C'est-à-dire que, encore une fois, 10 ans après l'accord de Paris, cette COP est censée entrer dans une nouvelle étape en fait des négociations climatiques. Et cette étape, c'est l'étape de l'action, sachant que, comme on l'a dit aussi, pratiquement le scénario 1,5 degré semble de réchauffement semble condamné. Donc, on entre dans une nouvelle étape et par ailleurs, les choses sont pires, sont réalistement pires que ce qui était le cas il y a 10 ans. Donc, comment faire face à ça, sachant que par ailleurs, vous l'avez peut-être vu, il y a eu un échange cette nuit ou ce matin tôt entre Bill Gates et Donald Trump qui donnait lieu, enfin, Bill Gates réaffirmant l'idée que selon lui, lutter contre le dérèglement climatique, c'est au fond faire confiance à l'innovation technique et insistant sur le fait que ce qui compte, c'est de préserver les sociétés en laissant d'une certaine manière de côté cet enjeu de nature. Hein. Tout à l'heure, tu l'évoquais, Mathilde, en disant comment est-ce que la nature peut, au fond, en étant préservée, nous préserver nous-mêmes. Ça, c'est quand même quelque chose qui, y compris pour des personnes engagées contre le dérèglement climatique comme Bill Gates, semble très étranger à leur conception. Et je me disais, tiens, une nouvelle controverse est en train de naître. On va pouvoir faire des débats entre ceux qui sont du côté de la lutte contre le dérèglement climatique et qui parlent de préservation ou de transformation. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump nous a dit que tout ça était un canular, et était un canular climatique. Et donc, moi, je trouve ça vraiment fondamental parce qu'à partir de là, qu'est-ce que, par exemple, cette parole de Donald Trump, qui est émise évidemment hors des COP, mais qui est une parole, j'allais dire, planétaire, en tout cas qui est commentée dans le monde entier, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que c'est un aiguillon qui va piquer au vif ceux qui sont justement dans l'enceinte de la COP 30? Est-ce que c'est quelque chose qui va donner envie de se mobiliser? Ou est-ce que c'est quelque chose qui au contraire, va susciter de l'autre côté l'idée que on est très très fort quand on est climato-sceptique, ou c'est même pas du climato-scepticisme, d'ailleurs c'est du climato-denial. Donc qu'est-ce qui peut se passer? En tout cas, c'est très clair avec ce genre de phrase que l'écologie est un sport de combat. Et comment est-ce que ce fait que ce soit un sport de combat dans l'enceinte d'une COP, comment ça peut se traduire? On sait que les COP, c'est d'abord des enceintes assez feutrées, dans lesquelles la tension monte sur les 2 semaines que dure la négociation. On se rappelle, enfin peut-être pas tout le monde, mais moi je me rappelle des larmes de Laurent Fabius lorsqu'il a annoncé l'accord universel sur le climat et l'émotion qui étreignait chacun. Donc oui, préservons la saison 2 hein, des COP climatiques, mais espérons un happy end, Édouard. J'avoue, moi je suis ni optimiste ni pessimiste parce que dans les deux cas, je serais un imbécile heureux ou malheureux. Et donc il manquerait quelque chose. Mais disons qu'il y a cette tendance. Alors, c'est une forme de Trumpisme, c'est exact. Elle est nourrie par le confort de l'ignorance. Je veux dire, c'est orwellien. Ignorance is bliss, n'est-ce pas? Et si cette ignorance en plus nous permet de satisfaire nos désirs primaires et reptiliens les plus immédiats, tant mieux, allons-y. Mais il y a bien quelque chose de cette tendance-là que je retrouve, y compris à l'intérieur d'une entité qui est une entité supranationale, qui donc ne défend pas un intérêt national, mais a quand même tout un intérêt à celui de la décarbonation, puisque c'est son autonomie stratégique qui est en jeu, et qui est le continent qui se réchauffe le plus, en tout cas en termes de rapidité de réchauffement, et qui est un continent qui a, comment dire, payé ses ambitions climatiques du prix
d'une relative désindustrialisation, donc est un continent où se rencontrent quasiment tous les paradoxes de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique lorsqu'on est un modèle d'économie développée. Il y a par exemple en discussion, et ce n'est pas passé encore, hein, mais il y a en discussion au Conseil européen la possibilité de faire des crédits carbone internationaux. Autrement dit, l'Union européenne propose, en tout cas certains États de l'Union européenne proposent de racheter aux pays les moins développés leur droit à polluer, leur droit à émettre des gaz à effet de serre, d'une façon qui rappelle un peu la pratique interdite après 2020, justement dans le nouveau paquet climat, qui avait procédé au tout début du système d'échange de quotas en 2005, dans lequel on pouvait racheter des quotas, enfin le principe du cap and trade qui permettait justement la bulle carbone. Donc je crains beaucoup que les tendances sombres dont Lucille vient de rappeler la prégnance, puisque justement en Mondiovision maintenant on a les commentaires les plus absurdes sur la situation du monde en direct de la Maison Blanche, et je crains que ça crée quand même que ça facilite pour un certain nombre d'acteurs pas du tout innocents, y compris donc, je le répète, dans une entité qui a toujours été à la pointe et qui aujourd'hui voit cette pointe s'émousser, une facilité vers des comportements qu'on pourrait qualifier au mieux de prédateurs, au pire de carrément régressifs dans ce sujet-là. Voilà. Donc moi, je demande à voir. Oui, ben, en fait, c'est vrai que ce que vous avez dit tous les deux, ça fait le lien avec ce que vous aviez évoqué avant, qui est un peu l'articulation de cette COP avec les autres conférences internationales de négociation comme biodiversité ou suite au traité de l'océan, etc., ou désertification, déforestation. Mais aussi, d'ailleurs, il y a une contradiction potentielle aussi avec les traités internationaux de libre-échange. Et là, je sais que sur cette COP, effectivement, comme a dit Lucille, le sujet agriculture, enfin déforestation, comme vous en avez parlé, mais également agriculture en général, sera débattu spécifiquement. Et du coup, que penses-tu de cet aspect-là, Lucille, et de ce qui peut ressortir sur ce sujet-là? Bah, moi, je trouve ça, je le rappelais, fondamental que lorsque Lula, c'était au moment donc de la COP28, a mis le sujet de l'Amazonie, des forêts tropicales sur la table. Ça, je pense que c'est un point essentiel. Et d'une certaine manière, c'était aussi assez émouvant que la nature, la biodiversité s'invite comme ça à la table de négociation menée par des personnes. On voit bien qu'au sein des sociétés, cette préoccupation de la nature, elle conduit, je trouve, à une inventivité assez incroyable. Je pense évidemment en France au Parlement de Loire, je pense au fait de donner la personnalité morale à des fleuves, je pense à l'idée à Paris de libérer la Bièvre ou ce genre de choses. On voit qu'autour de la question de la nature, moi je suis frappée du fait que ce sont des langages ou des manières de faire assez différentes de ce qui se passe quand on traite stricto sensu de l'énergie. Où là, on est davantage, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent l'énergie, là, qui sont en train d'écouter le webinaire. C'est pas du tout une charge contre les modèles, les courbes et la technique, mais c'est aussi l'idée que ces enjeux de créativité, de retrouver de la complexité, de retrouver de l'humanité à travers le non-humain, tout ça, ça me semble être assez fondamental. Et je suis persuadée que traiter de la forêt tropicale dans une COP climat, ça va obliger aussi à une forme de changement culturel. Après, on voit bien Lula veut promouvoir ce qu'il appelle le Tropical Forest Forever Facility. Donc l'idée, c'est là encore une fois d'adosser la créativité et l'imaginaire à des espèces sonnantes et trébuchantes. Très bien, 125 milliards de dollars par an, etc. Mais moi, je pense qu'il y a autre chose. C'est que dans ce cas-là, ça oblige surtout à résoudre des contradictions. C'est-à-dire que par ailleurs, lorsque Lula veut continuer à exploiter les hydrocarbures, justement en Amazonie ou à proximité de l'Amazonie, c'est comme s'il faisait du en même temps.
Et toute la question aujourd'hui, c'est est-ce que l'écologie du en même temps, elle est possible dans la période dans laquelle on se trouve? On a élaboré des méthodes pour évaluer. Aujourd'hui, un des points d'ailleurs très importants de cette COP, c'est aussi, puisqu'on est sur l'agenda de l'action, de pouvoir mettre en œuvre des outils d'évaluation, par exemple des engagements qui sont pris par tous les acteurs qui ne sont pas des acteurs étatiques. On n'a pas encore parlé des entreprises, là, dans ce webinaire. Il ne s'agit pas de considérer les entreprises comme des satans, mais il s'agit de pouvoir différencier entre celles qui s'engagent réellement et celles qui soit font du greenwashing, soit même n'en font pas du tout et sont carrément en train de dire de faire du Trumpisme. Donc, comment est-ce qu'on fait pour différencier entre celles qui s'engagent clairement, celles qui font du greenwashing et celles qui font du Trumpisme? Et sachant qu'évidemment, selon le secteur auquel vous appartenez, le pays dans lequel vous opérez, les choses sont aussi différentes. Sur la question des hydrocarbures, on le sait, en Afrique, par exemple, il y a eu beaucoup de débats entre les différents États, selon qu'ils avaient ou non des énergies fossiles, selon qu'ils avaient ou non l'intention de les exploiter pour leur marché domestique ou de les exporter, que le Sénégal veut exploiter ses champs de gaz offshore. Qui peut donner des leçons? Que le Kenya veuille développer des énergies renouvelables, c'est très bien, mais il s'oppose à l'exploitation de fossiles dans d'autres pays africains. N'est-ce pas parce qu'il n'a pas de ressources fossiles? Il y a toute une série de débats en fait qui sont liés à la culture extractiviste et au fait de pouvoir assurer le développement. Je crois qu'un des enjeux aussi importants de cette COP, c'est est-ce qu'on en sortira avec le sentiment, si les pays du Sud sont mieux traités que dans les COP précédentes, la possibilité d'installer du côté de ces pays un mode de développement compatible avec le fait qu'on est entré dans le dur. Et ça, c'est aussi un point sur lequel on a encore des agendas parallèles, me semble-t-il. Un mot juste là-dessus, Mathilde, si je puis me permettre, parce que Lucille a tout à fait raison de rappeler que, en fait, et on oublie peut-être parfois un peu trop souvent, la problématique de l'écologie, c'est noué sur la question du développement. Hein, au moment où justement, c'était plus juste une poignée de pays qui avaient bénéficié de 150 ans de révolution industrielle, mais l'intégralité de la planète qui rentrait sur les rails du développement que nous connaissons et qui ne voyait en fait comme horizon que celui de rattraper un retard accumulé, évidemment pour des raisons à la fois historiques, culturelles et surtout coloniales. Mais c'est bien cette question-là qui se pose. Et c'est pour ça aussi que je m'inquiétais, cette idée de crédits carbone internationaux. Évidemment, le pourcentage est marginal. Mais qu'est-ce que ça dit en fait? Ça dit en gros que pour préserver son mode de vie, un peu à l'américaine, l'Union européenne est prête, ou certains pays de l'Union européenne seraient prêts à voler ou à acheter de façon très faustienne le développement potentiel d'un certain nombre de pays moins développés. Et je trouve que, alors je ne vais même pas rentrer sur le côté moral de ça, mais je trouve que la stupidité stratégique qui est derrière cette réflexion-là, le court-termisme est particulièrement représentatif aujourd'hui de la myopie, et je suis désolé pour les myopes, de la myopie politique dans laquelle nous sommes tous en train de converger. Or, quand on ne voit pas bien, il n'est pas bon de danser au bord du volcan. Très belle phrase. Donc là, j'ai deux choses. Enfin, on va bientôt passer aux questions, mais il y a une idée qui me vient, c'est est-ce que vous avez des éléments par rapport à des jeux d'influence, des rapports de force, des alliances entre pays du Sud, par exemple Chine et pays du Sud, etc. Parce qu'on parle souvent par rapport aux relations Nord-Sud, mais on est dans un contexte international qui a évolué. Et est-ce que vous pensez que ce genre de choses peut jouer sur les négociations, etc. Vas-y, Edouard, je t'en prie, je te je pense que assurément ça peut jouer. On glose énormément sur les BRICS parce que généralement on aime bien l'acronyme, mais on a tendance à oublier que la seule chose qui unit les BRICS, c'est leur hostilité, je cherchais un mot plus doux, leur hostilité à l'ordre international dominé par les États-Unis en particulier et l'Occident en général. Mais ça ne va pas plus loin. Mais c'est déjà énorme.
Ça va pas plus loin, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que ça veut dire que ça permet de développer, de faire des initiatives de développement du type Banque de développement des BRICS, du type dédollarisation, du type paiement des hydrocarbures, tiens, justement, hors des dollars, et donc de récupérer un minimum de souveraineté partagée en dehors de ça. Mais ça va pas plus loin. L'Afrique du Sud et même le Brésil ou l'Inde ne sont pas au même niveau de développement que la Chine, n'ont donc pas nécessairement d'intérêt aligné. La Chine, aujourd'hui, a clairement affiché d'abord son ambition d'être la première puissance mondiale en 2049 pour l'anniversaire de sa révolution. On lui souhaite bon anniversaire. Mais elle a surtout affiché de façon très claire la reprise des anciens enjeux et des anciennes ambitions de Bandung d'être le leader de ce qui n'est plus le tiers-monde, mais ce qui est devenu le Sud global. Euh, mais il y a un prix à ça, un prix qui est tout à fait comparable à celui de l'impérialisme américain, qui est celui, grosso modo, d'économies qui deviennent captives de la dette chinoise, qui deviennent captives aussi des infrastructures livrées clé en main et pas toujours en très bon état, avec un certain nombre de contrats léonins en termes de matières premières comme en termes de développement social. Bref, la Chine joue un jeu assez clair et en même temps extrêmement délicat d'être à la fois un pays du Sud et une puissance impérialiste qui prétend qu'elle est un pays du Sud. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point l'illusion d'un leadership chinois peut tenir. On voit déjà dans un certain nombre de régions africaines la désillusion se poindre. Je ne suis pas sûr que malgré la façon dont l'Inde a été traitée par Trump et qu'il a un peu rapproché de Beijing, cette alliance objective, en tout cas ce rapprochement objectif, tienne longtemps. Et je ne suis pas sûr du tout que sur les questions climatiques, ça soit un alignement. Donc, le jeu chinois, il va falloir l'observer avec beaucoup comment dire, d'attention, parce que je pense qu'il est beaucoup plus subtil et délicat que celui qu'on pense, en tout cas beaucoup plus que celui des Américains, ça c'est absolument indiscutable. Il est beaucoup plus influent aussi parce qu'il y a le poids économique de la Chine, parce qu'il y a aussi son contrôle des terres rares qui sont essentielles, je le rappelle à ceux qui ne le savent pas, mais tout le monde le sait évidemment, au green tech, c'est-à-dire aussi bien aux éoliennes que au solaire, qu'à l'intégralité en fait des technologies sur lesquelles on a fondé notre volonté d'autonomie stratégique, et je vous laisse méditer ce paradoxe. La Chine va être plus que jamais, je pense, la partie de la conférence des parties à observer. Ça ne sera pas le seul acteur, mais ce sera un acteur dont l'attitude et les trajectoires vont, à mon avis, être déterminantes. Oui, hyper d'accord avec Édouard. Moi, je pense qu'il faut garder en tête deux choses. C'est que, vous l'avez vu, les tensions qu'avait fait monter Trump par rapport à la Chine, là, elles sont plutôt dans une phase d'accalmie. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la COP30? J'en sais rien. Mais en tout cas, on voit bien que le dialogue, il est entre grandes puissances, il est sino-américain. Et effectivement, comme le dit Édouard, la Chine est la seule à pouvoir aujourd'hui dire, au fond, moi, je dialogue avec tout le monde, je dialogue avec la Russie. Je ne dialoguais plus avec les États-Unis, mais regardez, c'était de la faute de Trump. Et au fond, sinon, je suis prête à dialoguer avec lui. Et puis, je dialogue et je conquiers, en fait, les pays du Sud, puisque j'y mène, au fond, une forme de domination économique, notamment en Afrique, qui est extrêmement forte. On peut parler du Congo, on peut penser aussi, c'est fort en Afrique de l'Est comme en Afrique de l'Ouest. Et même si beaucoup d'États africains supportent assez mal cette domination chinoise, ils ne peuvent pas l'éviter, ne serait-ce que parce qu'il y a un retrait des autres puissances. Il y a une autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est que ça fait longtemps maintenant que Xi Jinping a compris l'importance de l'écologie pour être puissant. Donc, il l'a énoncé dans la constitution de 2018 de la Chine, qui parle de civilisation écologique. Ça a été gravé dans le marbre en 2018, c'était évoqué depuis déjà plusieurs années. Et puis, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que, d'une certaine manière, la conception représentée par la Chine sur l'écologie ou sur ce que peut être une puissance verte, ça a conduit, je pense qu'il faut le définir de deux manières. D'abord, ça alimente tout le fantasme, vous le savez, autour de la dictature verte. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'au fond, ce que la Chine arrive à faire
en termes de technologie verte, d'industrie verte, de capacité aussi à porter des contributions dans les différentes COP qui ont été des contributions très significatives, c'est possible parce que c'est un régime autoritaire. Et pour certains militants, pour certaines personnes engagées sur les questions écologiques, cette dictature verte face à la confusion dans laquelle se trouvent aujourd'hui nos instances dites démocratiques, mais il n'y a pas que sur l'écologie, la confusion qui règne conduit certains à se dire mais est-ce qu'il ne faudrait pas quelque chose qui descende là du ciel pour imposer au fond des objectifs écologiques qui correspondent à ce que nous disent le GIEC, l'IPBES depuis maintenant très longtemps, depuis une bonne quinzaine, vingtaine d'années. Il y a ça. La deuxième chose, c'est que c'est une conception qui est une conception ultra productiviste et technique, qui correspondait d'ailleurs aussi à ce que Joe Biden avait promu avec l'Inflation Reduction Act, où en fait il fallait mettre les technologies vertes à l'honneur et défendre cette conception pour devenir puissant en termes d'exportation, en termes d'industrie stratégique, etc. C'est pas du tout une conception favorable à la nature, à la biodiversité, à la préservation. Et ça, c'est pour moi une erreur fatale, si je puis dire. Et puis, bon, c'est sûr qu'on a aussi un peu de mal à évaluer ce qui se passe réellement sur le sol chinois en termes de santé publique. Mais on sait qu'il y a des villages du cancer, on sait qu'il y a des manifestations massives sur ces sujets-là, et on sait qu'il y a le discours de Pékin sur l'écologie qui n'est pas le discours des Chinois sur ce que devrait être l'écologie en termes de préservation de leur santé, de la nature, etc. Donc il y a toutes ces contradictions. Et puis par rapport à ce que disait Édouard sur les enjeux, je ne sais pas si on va dire de civilisation, mais en tout cas sur les enjeux de puissance, on n'a pas du tout parlé de la Russie. On n'a aucun moment imaginé au fond la place que pourrait jouer la Russie sur ces sujets-là, parce que la Russie, elle est hors du scope, mais elle présente un modèle de plus en plus extractiviste qui, à partir de ce qui se passe en termes de dérèglement climatique, c'est un pays qui est extrêmement touché par les pollutions, dans une fuite en avant d'extraction des fossiles, qui effectivement est de plus en plus agressif, offensif, qui fait la guerre. On a là un contre-modèle total de ce qu'il faudrait faire. Et par ailleurs, je voulais le rappeler, un pays dans lequel il y a des chercheurs, des scientifiques, des associations de protection de la nature qui ont toujours existé, qui ont toujours été extrêmement, historiquement très présents. Je rappelle que Tolstoï était vegan bien avant l'heure. Et donc, on est aussi là sur on va en parler sur les perspectives peut-être avant d'ouvrir l'échange, on est aussi là sur cette façon dont on ne sait pas aujourd'hui ce que pensent certaines sociétés chez les plus grandes puissances, la Chine, la Russie, et comment l'écologie travaille ou pas ces sociétés. Je pense que ça, c'est aussi une inconnue à laquelle il faut s'intéresser quand on parle des enjeux mondiaux, au fond, des mouvements auxquels nous sommes confrontés. Merci. Alors, effectivement, on va bientôt passer aux questions, mais c'est vrai qu'il y avait la question de la suite et des perspectives, du coup, qu'on avait un peu reportées. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer tous les deux là-dessus, et puis après, on passera effectivement aux questions pour poursuivre le débat. Non, moi, j'ai rien d'intéressant encore à dire sur le futur. Non, moi, ce que j'espère, c'est, moi, j'ai une espèce d'obsession, c'est comment les institutions et les sociétés peuvent dialoguer. Et je pense que ces questions climatiques et de biodiversité sont profondément des questions sur lesquelles on doit dialoguer et élaborer du contrat social. Moi, je rappelle toujours que lorsqu'Emmanuel Macron a voulu inscrire la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de la biodiversité à l'article 1 de la Constitution, Gérard Larcher, président du Sénat, lui a dit que c'était contraire à la liberté de commercer. Et donc, je pense que ça signifie que nous devons, ça relève à la fois du très local et de quelque chose qui est de l'ordre de la COP, en fait. Merci Lucille de ce rappel très important. Je vous propose qu'on passe aux questions. Alors, soit je vois déjà une question dans le chat. Le récent avis de la Cour internationale de justice va-t-il au moins un peu influer les négociations? Je ne sais pas si l'un de vous veut répondre à ça. Et sinon, je vous propose, soit vous pouvez mettre des questions dans le chat, mais vous pouvez aussi lever la main avec le petit
le petit icône avec le cœur en bas, réaction, et on peut aussi vous donner la parole pour des questions par ordre d'arrivée, et ça permettra de poursuivre le débat. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer. Édouard, tu dois savoir mieux que moi. En fait, j'aimerais avoir un petit peu plus de précision sur quelle décision, parce que moi, j'ai pas suivi l'actualité de la Cour internationale de justice, donc je confesse mon ignorance relative, en tout cas, sur C'est bien que le sujet. Louis nous dise. Donc, Louis Dezy, si vous pouvez préciser votre question. Louis qui nous connaît bien. Ah, les pays seront tenus juridiquement responsables de leur inaction climatique. Ouais, Ah, c'est ça c'est un des sujets préférés de Lucille sur la juridicisation de l'action climatique. Je vois que tu passes la main. Alors Louis, comment dire? Je trouve ça extrêmement intéressant qu'il y ait eu des procès climatiques et qu'il y ait une juridicisation parce que je trouve que c'est un peu le procès comme arène démocratique, en fait. C'est en ce sens que ça m'intéresse, par exemple, ce qui s'est passé autour des procès climatiques à l'égard de l'État, dans le cadre de notre affaire à tous ou par rapport à la commune de Grande-Synthe. Après, ce qu'on voit régulièrement, c'est que ça élabore de la jurisprudence, ça fait du droit, et ça rentre pas forcément dans les faits politiques, les faits économiques et les faits sociaux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre des décisions de justice vivantes? En fait, c'est ça que j'aurais envie de te répondre. Mais ça va pas être satisfaisant. Si j'étais juge, je te dirais que tout ça est essentiel, mais je crains que aujourd'hui, ce qui soit le plus fondamental, c'est d'une certaine manière ce qui peut se passer au sein des grands groupes économiques, dans l'élaboration de normes, de régulations, etc., et pas forcément, enfin, que les instances judiciaires accompagnent ce mouvement, mais qu'elles sont davantage des manières de faire résonner les combats démocratiques qu'elles n'ont une capacité de sanction effective. Je vais poursuivre la réponse de Lucille et aborder un début de réponse à la question sur le corps de contrôle de la COP. Il y a toujours comment dire, des observateurs, mais qui sont aussi, en fait, en quelque sorte, des constituants de ce qui se passe à la COP. C'est pour ça que je doute en fait que la décision de la CIG ait le moindre impact sur les négociations à la COP. En revanche, je pense que ça peut avoir un impact postérieur, parfois même imprévu ou inédit, dans les pays dont Lucille a parlé, dans lesquels il y a une conscience écologique suffisamment avancée pour que des acteurs de la société civile se saisissent du décalage qu'il puisse y avoir entre les engagements qui sont pris au niveau international et les actions qui sont menées au niveau national. De la même façon que le gouvernement français ou le gouvernement néerlandais ou que un certain nombre de gouvernements ont pu se retrouver en porte-à-faux avec leurs engagements internationaux ou européens et jugés comme tels, cette piqûre de rappel de la Cour de justice internationale peut tout à fait avoir le même impact, mais je ne pense pas au niveau de la COP, beaucoup plus au niveau des États concernés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça m'amène à faire... il y a évidemment des instruments, pardon, des instances comment dire, d'évaluation et de surveillance à l'intérieur des Nations Unies. Je ne connais pas du tout le nom du bureau concerné, mais ce n'est pas, je crois, la question. Mais le seul véritable juge des travaux de la COP et de ce qui s'y est dit, de ce qui s'y est fait, c'est le travail en fait des parties prenantes hors négociation, c'est-à-dire les sociétés civiles, c'est-à-dire par exemple le Parlement européen sur les résultats qui vont avoir lieu et la position qui va être prise par la Commission européenne et défendue par l'Union européenne là-bas. Si notre Parlement arrive à se sortir de ces débats budgétaires, peut-être qu'effectivement, on pourra avoir un débat au Parlement français sur les engagements que la France porte et défend à la COP. Mais là, encore une fois, tout cela dépend non seulement donc de la qualité de l'activité de la société civile, de la qualité ou de l'engorgement du système judiciaire, mais aussi de la circulation et de l'organisation des pouvoirs à l'intérieur même de nos institutions nationales. En France,
il n'y a pas de contrôle démocratique de la position défendue par la France à Bruxelles. Il y en a un théorique, mais il n'y en a pas en pratique. Donc, je vous rappelle que toutes les questions internationales sont aussi aux mains d'une institution qui considère qu'elles sont son domaine réservé. Peut-être qu'il serait bon que nous nous saisissions totalement, complètement des positions diplomatiques défendues par la France, pas simplement quand il s'agit de Gaza. Oui, alors j'en profite pour faire une petite annonce, comme après on parlera du troisième webinaire de ce cycle, mais comme là on est sur les questions de droit, de l'environnement, c'est pour dire que la Fabrique écologique a publié récemment un décryptage juridique sur des questions juridiques, en particulier suite à la loi du plomb, sur le rôle du Conseil constitutionnel, etc. Et du coup, il y aura on organise un webinaire le 21 novembre sur des questions de droit de l'environnement. Et voilà, donc c'était juste pour faire ce petit lien, mais si vous êtes abonné à notre newsletter, vous recevrez l'info. Du coup, là, je vois qu'il y a une deuxième question de Anne Gelé sur quels pourraient être les moyens ou méthodes pour que le niveau macro, les soucis planétaires et le niveau local, les États qui ont pour mission de diriger des pays, se croisent pour agir sur des choses qui comptent. Y a-t-il des bons exemples? Moi, je sens que déjà la question d'Anne dit qu'en général, ça se termine par des blabla vagues. C'est ça qui me semble intéressant. Après, moi, j'ai tendance à penser que, par exemple, le sommet des océans à Nice, je pense que c'était c'était positif. En fait, le problème, c'est que quand je discute avec un certain nombre, même des personnes qui sont de l'équipe de la Fabrique écologique, ils trouvent que, par exemple, les COP, ça sert à rien. Et je me retrouve à défendre les COP alors que je ne suis pas en train de penser que c'est une panacée. Mais je pense que dès qu'il s'agit de réunir des dirigeants importants des puissances sur des agendas qui ne sont pas leurs agendas habituels, il y a déjà cette capacité à faire en sorte que l'agenda écologique existe. Je ne sais pas si vous êtes frappé comme moi, mais c'est toujours un agenda dans les interstices. Là, ce matin, je lisais une dépêche AFP qui parlait justement de ce canular, cette pression de Donald Trump. Et visiblement, la journaliste ne connaissait pas les COP et disait que la réunion de l'ONU à Belém aurait lieu les 6 et 7 novembre. Donc, elle ne savait pas que ça durait 2 semaines, qu'il y avait des négociations, etc. Donc, par rapport à cette question d'Anne, le simple fait d'organiser plus régulièrement une sorte d'agenda climatique et écologique me semble être quelque chose de très essentiel. Je pense aussi qu'on ne peut pas se contenter, à l'évidence, d'attendre donc des grands-messes périodiques. Et je pense que la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on pourrait organiser des conférences citoyennes. Alors, on a eu la conférence citoyenne sur le climat qui a été décevante, mais pourquoi est-ce qu'elle a été décevante? À mon avis, parce qu'elle embrassait beaucoup de choses et qu'en plus, n'avait pas été prévu un processus de débouché, etc. Mais imaginez des questions plus précises qui puissent aborder aussi les questions de solidarité entre le Nord et le Sud. Je ne vois pas pourquoi il faudrait attendre d'être à Belém pour en parler, alors qu'on est déjà dans des sociétés de diversité, de grande diversité culturelle, où les liens avec d'autres pays font partie consubstantiellement de notre identité. Donc moi, j'aurais tendance à dire, il faut tout le temps être dans le pouvoir et le contre-pouvoir à la fois. C'est-à-dire, il faut organiser la possibilité de ces conférences avec des dirigeants, mais en permanence qu'il y a interaction avec du contre-pouvoir qui peut se dérouler en même temps ou qui peut se dérouler juste après ou juste avant. Mais en tout cas, interaction pouvoir contre pouvoir, c'est toujours comme ça qu'ont fonctionné les progrès en écologie. On n'a jamais été stricto sensu dans l'institutionnel et l'élévation du niveau d'ambition est venue de la société, ou plutôt d'une partie de la société, pas de toute la société. Comment est-ce que des minorités agissantes, mais portant des propositions bien réelles, peuvent au fond obliger le mainstream à changer? C'est, me semble-t-il, la manière de faire. Alors non seulement je partage ce que dit Lucille, mais je voudrais l'élargir à quelque chose qui a été mentionné tout à l'heure, d'ailleurs par toi déjà, et qui ne doit pas sortir de notre regard. Le problème, c'est celui des acteurs économiques. On est très focalisé sur les institutions et la société civile pour des raisons absolument évidentes. D'abord parce que c'est les deux mondes que nous connaissons le mieux, en tout cas autour de cette réunion, et aussi parce que ce sont les plus
les plus visibles dans l'engagement. Mais Lucille a mentionné ce contre-sommet. On a de nombreux récits d'envoyés spéciaux, des journaux qui font attention à ça, dépêches de délégations de lobbying absolument gigantesques, jusque dans les travées, avec probablement eux les bons badges. En tout cas, ils ont l'air d'avoir les bons badges, ceux qui permettent d'aller carrément jusqu'au sein des saints. On a un problème avec les acteurs économiques, c'est qu'ils sont absolument indispensables à la transformation. Je veux dire, les entreprises, je ne vous cache pas que si les entreprises ne veulent pas faire la transition, on pourra raconter des tas de trucs, mais il faudra à un moment ou à un autre trouver un levier, incitatif ou prohibitif, mais il faudra trouver un levier. Le problème, c'est que une fois que la COP est terminée, c'est pas du blabla. Une fois que la COP est terminée, le travail continue. Et il continue de façon très intense, y compris et surtout pour ceux qui s'opposent aux conclusions de la COP. C'est-à-dire qu'en fait, le travail de lobbying, il ne se limite pas aux 15 jours de la COP, il poursuit toute l'année, 365 sur 365. Et donc, en fait, si la mobilisation n'est ponctuelle que pendant la COP, pour ceux qui sont justement animés par le souci de l'intérêt général planétaire, alors que le travail de déconstruction pénélopien se fait, lui, sur toute l'année, il y a bien un décalage à la fois dans les moyens et dans les calendriers et dans les mobilisations. Je crois que là, il faut trouver un moyen, et ça c'est quelque chose qui va violenter un peu la culture politique d'un certain nombre d'écologistes, en tout cas dans ce pays. Il va falloir trouver un moyen d'embarquer les entreprises. Et pas simplement les entreprises gentilles et mignonnes de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les grosses entreprises pas mignonnes avec lesquelles on aime bien croiser le fer en disant qu'elles sont très méchantes. Euh, je ne veux pas du tout rentrer dans la tête du patron de Nestlé, qui est pour moi probablement un des endroits les plus sales de la planète. Mais il se trouve que Nestlé, avec un certain nombre d'autres grandes entreprises, faisait partie des entreprises qui ont euh, euh, refusé l'affaiblissement de la directive sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Évidemment que ce n'est pas par philanthropie, c'est parce qu'eux ont fait des investissements qui leur permettent de se mettre en conformité depuis longtemps, etc. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même pas si mal d'avoir des grandes entreprises multinationales qui généralement ne sont pas exactement du même côté de la tranchée que nous, se mobiliser pour quelque chose dont on pense qu'il est, à mon avis, favorable. Donc je crois qu'il y a aussi une déperdition très forte des énergies, à la fois par biais cognitif, par préférence stratégique, par myopie parfois aussi stratégique. Désolé, ce soir, aujourd'hui c'est vraiment la fête aux lunettes. Mais il y a bien quelque chose de l'ordre des stratégies qui sont développées, qui sont incomplètes. Voilà. Et pour terminer ce tour d'horizon, il y a une réponse, cette fois-ci fictionnelle, fictive ou fictionnelle, à la mise en place de ce qui se passe dans les COP. Et c'est Kim Stanley Robinson qui l'a donné dans un très beau livre que moi j'aime énormément, et donc je cite à tous les gens qui me connaissent, ça doit déjà les ennuyer, qui s'appelle Le ministère du futur, et qui est une forme d'essai à la fois de politique et science-fiction dans lequel on met en place, après les accords de Paris, un ministère du futur qui doit se battre en fait pour son existence, pour ses moyens, mais dont le principal objectif est de garder à l'agenda mondial les conclusions des accords de Paris et de faire en sorte que les acteurs, étatiques et non étatiques, convergent vers la mise en place de ces recommandations. Alors, il y a aussi une petite histoire de terrorisme international écologiste, mais je vous laisse découvrir ça sans spoiler. Merci. Ben, ça va un peu dans le sens du commentaire de Jean-Luc Saladin qui dit que l'explosion du trouble du comportement et des apprentissages chez les jeunes font que nous n'avons déjà plus les humains capables de gérer la complexité, la mise en place massive de modes de vie durables, véhicules à propulsion humaine, maraîchage bio, horticulture bio. Donc, ben, voilà, faisons aussi des scénarios positifs, mais
il y a quand même des tas de gens qui sont encore capables de mettre Non. en place des choses. Juste un mot à Jean-Luc, qui m'a l'air très très pessimiste sur l'avenir de la jeunesse. Bon, moi je suis enseignant, j'en ai beaucoup. Alors, ils ne sont pas les plus jeunes, hein, ils ont entre 18 et 25 ans. Ça va, les ressources, on les a. En revanche, merci d'insister sur ce point absolument fondamental, qui est totalement oublié, surtout dès qu'on parle de climat, d'énergie, ce genre de choses. C'est que la principale énergie renouvelable dont nous avons besoin, c'est de l'énergie humaine. Et c'est quelque chose qui sort tellement vite de la conversation que c'est bien, même quand c'est rappelé de façon un petit peu pessimiste comme ça, de le remettre au centre de la conversation. Oui, et puis moi je dirais quand même pour répondre à Jean-Luc il y a la question des comportements individuels et puis il y a la question des responsabilités collectives. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est aussi ce que font les institutions. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Comment, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le contrat social, sur nos contraintes et nos libertés. On voit bien qu'aujourd'hui, la société française, elle n'a pas les représentants qui seraient les bons pour imaginer une société écologique. Donc on est dans cette situation où si on veut articuler démocratie et écologie, on doit s'intéresser à ces enjeux de pouvoir politique de manière extrêmement forte et pas seulement constater des problèmes chez les jeunes. Moi, je constate aussi beaucoup de problèmes chez les vieux, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les vieux, ils ont beaucoup de mal à renoncer. Enfin, en tout cas, par avance, parce que moi, au fond, j'appartiens à ces vieux qui sont prêts à renoncer, mais par avance, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont traités comme une clientèle, ces vieux, qui ont une rente de situation par rapport aux jeunes et qu'ils ne voudraient pas y renoncer. Moi, je crois que ce qui compte, c'est surtout de discuter entre générations et de former une sorte de société écologique qui soit aussi ouverte vers ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que ce que vient de dire Édouard était quand même très important. Parler à ceux qui sont d'accord avec vous, c'est quand même parfois banal, rassurant, etc. Aller au front, c'est aussi important. Et je pense que la transformation de nos institutions démocratiques, elle est essentielle. Moi, par exemple, je pense que se battre pour inscrire dans l'article 1er de la Constitution la lutte contre les dérèglements planétaires, c'est très important. Se battre contre Gérard Larcher qui veut préserver la liberté du commerce, je pense que c'est très important. On ne peut pas laisser de côté le champ politique pour, au fond, s'organiser des bulles parfaitement écologiques. Merci beaucoup, Lucile. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Parce qu'on a encore 10 minutes. Donc oui, effectivement, les jeunes n'ont pas le monopole des addictions et de la paresse mentale parfois, tout à fait. Et merci pour la remarque de Sandrine Maizano, oui au dialogue entre les générations et les acteurs du territoire et entre ceux qui agissent et ceux qu'il faut encore convaincre, effectivement, parce que si on parle toujours entre gens déjà convaincus, il faut absolument pouvoir embarquer les autres et leur parler d'une manière à ce qu'ils aient intérêt d'embarquer dans ces changements-là. S'il n'y a pas d'autres questions, on voulait vous annoncer, Édouard, Mathilde et moi, qu'on aura donc un troisième webinaire dans le cadre de ce cycle. On voulait regarder de près la Chine, les États-Unis et la Russie. Parce que, comme je vous l'ai un petit peu laissé entendre, je trouve que ne jamais, au fond, traiter de ce qui se passe en Russie par rapport au dérèglement climatique, ça me semble être ça me semble être faire l'impasse sur quelque chose de très essentiel. Donc, on va vous confirmer la date parce qu'on doit voir ça avec Édouard. Et puis voilà. Et j'espère que vous serez nombreux pour ce troisième webinaire. On essaiera d'en faire un quatrième avant Noël, mais ce n'est pas garanti. Et puis, je ne sais pas, Édouard, si tu veux dire un petit mot de conclusion? Oui, enfin, c'est une conclusion provisoire puisqu'on va reprendre le dialogue autour d'un Oui. troisième, puis j'espère d'un quatrième, et je ne parle même pas de 2026. Je crois que c'est pas du tout pour jeter des fleurs à la fabrique et à Lucille, mais je crois que c'est vraiment très bien que on fasse l'effort de faire sauter les silos.
Moi, je viens d'un environnement professionnel et politique qui est la bulle bruxelloise, qui est une bulle assez large quand même, mais dans lequel on a des discussions extrêmement riches et techniques et profondes sur des sujets extrêmement complexes, mais chacun est spécialiste tellement de son sujet qu'il a une répugnance à sortir du silo et à embrasser ce que disent les Américains en bon français, le big picture. Et donc, on se retrouve dans des conversations parallèles. Et je crois que même si à l'infini les parallèles se touchent, on n'a pas le temps d'attendre l'infini et qu'il est temps de le faire ça de façon extrêmement engagée et le plus intelligiblement possible. Parce que l'écologie ne peut pas se penser en dehors de la géopolitique. Je l'ai essayé de le rappeler avec cette histoire de terres rares, mais il y a tellement d'autres exemples que ça nous prendrait, d'ailleurs, ça va nous prendre plusieurs webinaires. Mais la géopolitique se joue aujourd'hui sur le terrain non seulement des batteries électriques, mais du rapport à la nature. Elle se joue dans les COP. Et tout cela, évidemment, a des impacts en termes d'état de droit, en termes de défense militaire, en termes de démocratie, etc., etc., etc. On ne peut plus se permettre d'avoir des conversations qui ne soient pas intégrées au sens propre du terme. Et donc, merci encore et longue vie au séminaire. Merci Edouard, et essayons tous d'avoir un agenda écologique qui soit un agenda à la fois individuel et collectif. Je pense que ça, c'est un point essentiel. Et merci d'avoir été nombreux pour suivre ce webinaire. Merci Mathilde. Merci à tous les deux, merci Lucille et Edouard, et merci à tous les participants. Et donc, rendez-vous au prochain webinaire qui sera a priori vers la fin novembre, date à confirmer. Merci à tous, au revoir. Merci.